Donc, je me présente, Harmonie Altigné. Donc, je suis consultante et formatrice en accessibilité numérique. Donc, j'ai ma société SAS Horizon, une association qu'on met en place, Liberté Zéro, sur l'accessibilité et le logiciel libre. Et j'ai écrit un livre chez Erol sur le sujet, si vous voulez compléter, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, on va vraiment voir très rapidement. Donc, d'abord, j'en vois au moins deux qui connaissent le sujet. Déjà, donc ils sont là plus en veille à voir comment je fais, mais je ne pense pas qu'ils apprennent beaucoup de choses. Est-ce que vous savez ce que c'est, vous, déjà, l'accessibilité? Il y en a qui connaissent déjà ou vous venez plutôt pour découvrir? Pour découvrir? Vous connaissez déjà? Découvrir. Bon, bah alors ceux les petits malins qui ont dit qu'ils connaissent, on va voir. Hop. Quiz, qu'est-ce que c'est, d'après vous, l'accessibilité numérique? J'ai eu au moins deux qui ont dit qu'ils savaient. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vous évoque? Des contenus utilisables par tous. Enfin, des contenus des services utilisables par tous. Ouais. Donc par tous, c'est qui tous? Permettre surtout aux malvoyants de lire du contenu web. Donc surtout pour les malvoyants. Tout type, tout outil, tout handicap. Tout type, pardon, tout. Tout outil et tout handicap. Alors tout outil, tout handicap. Ah ah, ça y est. Alors handicap, pas handicap, plutôt les malvoyants. Non, on peut parler Linux et Windows. Hein, d'accord. Alors, point de définition. Donc l'accessibilité numérique, on entend beaucoup de choses. Souvent, on donne une définition qui n'est pas la définition de l'accessibilité numérique, mais qui est l'objectif d'universalité du web, dans lequel il y a l'accessibilité, mais c'est qu'une composante parmi tout ce qui est infrastructure, réseau, localisation géographique, etc., et handicap physique ou mental. Quand on parle d'accessibilité numérique, donc ça fait partie de l'objectif d'universalité, mais en réalité, c'est effectivement destiné aux situations de handicap, je dirais plus qu'aux personnes. On verra plus tard ce que ça veut dire. Et donc, quand on parle d'interopérabilité, on n'est pas dans l'accessibilité numérique. C'est important aussi, c'est pas le sujet, mais en tout cas, on n'est pas dedans. Donc l'accessibilité numérique, c'est vraiment tout ce qui concerne les situations de handicap. Et donc si on veut prendre une définition, il y en a une qui est formalisée sur le site de la WAI, donc Web Accessibility Initiative. Tout le monde sait ce que c'est que le W3C, ou plus exactement, est-ce qu'il y en a, et n'ayez pas peur de le dire, qui ne savent pas ce que c'est? W3C, tout le monde maîtrise? Non. Donc le W3C, c'est un organisme international qui fait les standards du web, qui standardise en fait les langages, donc ceux qui font HTML, CSS, et qui vont dire comment il faut utiliser pour que ça marche partout. Après, à chacun de respecter ou pas ces standards pour qu'effectivement ça puisse vraiment marcher partout, toujours dans cet objectif d'universalité. Et donc leur grand truc, c'est de faire des normes, de faire des standards. Donc ils ont plusieurs groupes de travail. Initiatives, c'est des super groupes de travail qui eux-mêmes ont des groupes de travail, et l'une des initiatives porte sur l'accessibilité du web. Ça a été créé quasiment en même temps que le W3C lui-même, c'est-à-dire en avril 1997. Donc c'est quelque chose qui date vraiment de l'origine, donc c'est une volonté qui est affichée depuis le départ. Et donc qu'a fait la WAI? Donc elle a fait des règles, des normes, des standards, des recommandations, des guidelines, ils appellent, pour permettre à tout le monde de produire des contenus accessibles. Donc eux donnent une définition, donc c'est une traduction, la définition n'est qu'en anglais, il n'y a pas de traduction française officielle qui dit « L'accessibilité du web signifie que les personnes handicapées peuvent utiliser le web ». Donc ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est qu'elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer, utiliser et interagir avec le web. Et ça comprend tous les handicaps, c'est-à-dire qui affectent l'accès au web. Donc les handicaps visuels, donc là c'est une liste mais qui n'est pas exhaustive. Donc les handicaps visuels, donc effectivement c'est ce qu'on entend, enfin ce qui est le plus marquant. Pourquoi? Déjà parce que les associations de personnes aveugles ou malvoyantes sont très actives, parce que c'est quelque chose qui est très important pour elles, puisque ça leur donne un accès qu'elles n'auraient pas dans la vie normale. Et puis parce qu'il y a énormément de critères ou de règles qui sont faites pour elles. En réalité, il y en a d'autres, mais il y en a moins besoin, enfin, il y a moins de règles. Donc c'est ce qui donne une distorsion et qui dit que souvent on pense aux personnes aveugles et malvoyantes d'abord. Mais c'est pas vrai en fait, ça concerne d'autres personnes. Et c'est d'ailleurs pas la majorité des handicaps sur le web. Donc handicap visuel, donc il y a tout type de handicap visuel, donc du aveugle total à malvoyant, à des taches sur la rétine, donc voilà.
ou à ne voir que certaines couleurs, ou à ne pas percevoir des couleurs. Les handicaps auditifs, il y en a à peu près autant, donc entre ceux qui ont des acouphènes, ceux qui n'entendent que certains sons, etc. Des handicaps physiques, donc évidemment une chaise roulante, on s'en fiche, ça n'empêche pas d'utiliser un ordinateur. Par contre, on peut être aussi totalement paraplégique ou handicapé des membres, ne pouvoir ne bouger qu'un doigt ou ce genre de choses. De parole, l'ordinateur peut être très utile pour permettre, grâce à la technologie, de redonner de la parole à ceux qui n'en ont pas. Cognitif, donc cognitif, c'est plus précisément tout ce qui concerne les dys, donc dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Un critère, par exemple, sur la dyslexie, ça va être que si vous justifiez le texte des deux côtés, vous allez créer des lignes où l'espace entre les mots n'est pas le même, puisque ça s'ajuste pour que ça s'aligne des deux côtés. Et ça va créer un problème, en fait, pour certaines personnes dyslexiques, pour réussir à lire, qui souvent ont besoin de suivre la ligne avec les doigts, et là, ça crée encore de la confusion. Donc il y a une des règles qui dit qu'il ne faut pas aligner le texte des deux côtés. Et neurologique. Donc neurologique, par exemple, l'épilepsie photosensible. Si vous avez des flashs sur un site web, à certaines fréquences ou des choses en mouvement qui n'arrêtent pas de bouger, ça peut provoquer des crises d'épilepsie. Et c'est réel. Et l'exemple le plus récent que j'ai, donc s'il y en a qui ont des exemples plus récents, c'est le site des JO de Londres 2012, donc c'est même pas très vieux, qui, dans sa première mouture, avait une animation qui a provoqué des crises d'épilepsie en chaîne. Et c'est une vraie information, ils ont été obligés de retirer l'animation. Donc on voit que ce qu'on fait a un impact sur les vrais gens. On a parfois l'impression que tout est virtuel, non. Alors, qui doit rendre ces contenus numériques accessibles? Alors, j'ai mis site au départ, j'ai voulu remplacer par contenu, j'ai oublié d'enlever site, mais c'est important. Contenu, parce que c'est tout ce qui est sur un site web. Des documents en téléchargement, que ce soit... Enfin, voilà, tout doit être accessible. Donc, qui est censé faire ça? Les administrations. Les administrations. Donc, c'est-à-dire, les ministères, les choses comme ça? Seulement? Les graphistes, les développeurs aussi, hein. Il y a l'effort à faire au niveau de la construction des pages HTML. Je peux donner l'exemple des checkbox. Si on ne rajoute pas un label au checkbox, la personne qui tremble ne pourra pas en fait cocher facilement le checkbox. C'est ma question qui n'est peut-être pas assez précise. Effectivement, en fait, si on fait l'état des lieux de ce qui est accessible, en gros, c'est peut-être 5% des sites. Enfin, une étude récente de Brainerd disait que 95% ne l'étaient pas. Donc voilà, faites le calcul. Donc effectivement, il y a un effort à faire de la part de tout le monde, globalement. Mais là, la question, c'était qui a une obligation, qui a une obligation de rendre ces contenus accessibles. Alors peut-être, effectivement, est-ce qu'il y a une obligation professionnelle ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc les administrations, c'est basé sur une obligation légale en France. Alors, en fait, donc, il y a une loi, effectivement. Donc, c'est la loi handicap de 2005, du 11 février 2005, qui concerne aussi le bâtiment. D'ailleurs, on entend plutôt parler de ça, mais qui, en réalité, dans un de ses articles, parle de l'accessibilité numérique. Et ils ne parlent pas comme ça, ils disent que les services de communication publique en ligne, voilà, c'est la formule, services de communication publique en ligne. Alors après, il précise de l'État et des services qui en dépendent, et des collectivités territoriales et des services qui en dépendent. Ce qui veut dire État, collectivité et tout ce qui en dépend, donc école, hôpitaux, enfin voilà. Donc c'est en fait très très large. Tout ce qui est plus ou moins public a une obligation de rendre ses contenus accessibles. Je mets en balance avec ce que je viens de vous dire, 95% qui ne le sont pas, il y a du travail. Du coup, qui aussi a une obligation? Les entreprises qui veulent travailler avec le secteur public. Parce que dans les appels d'offres, vous allez avoir vous l'avez déjà, mais c'est plus ou moins contrôlé, mais ça va se renforcer, je vais y venir. Une obligation de respecter la loi. Vous êtes un professionnel, c'est ce qui s'appelle quand on est on veut satisfaire son client, il y a les exigences explicites, je veux que mon site il réponde à tel besoin et telle fonctionnalité. Puis il y a les exigences implicites, notamment, évidemment mon site doit respecter la loi, ça ne va pas être écrit. Là ils l'écrivent mais ça ne devrait pas. C'est évidemment aux professionnels de le prendre en compte.
il n'y a pas forcément de budget supplémentaire pour ça. C'est à vous de le prendre en compte dans vos offres. Les entreprises qui travaillent avec l'étranger, parce que bon, en France, pourquoi on est avant-dernier au niveau européen, je crois, au niveau d'accessibilité. Mais dans d'autres pays, donc il y a des sanctions plus fortes. Et concrètement, si vous travaillez avec des entreprises étrangères, pour certaines, c'est irrévocable, vous devez respecter. Là, il y a des sanctions et des amendes très fortes. Et puis, en fait, potentiellement, tout le monde. Donc, ça, on a plutôt des exemples aux États-Unis, en Australie, enfin, tout ce qui est en fait d'une culture plus judiciaire, où les gens vont plus facilement porter plainte, et qui ne se base pas, alors que tous les États, plus ou moins, ont des lois spécifiques sur l'accessibilité numérique. Mais en fait, les plaintes, elles ne portent pas forcément là-dessus, elles portent juste sur la discrimination. Tous les pays du monde, quasiment, ont une loi anti-discrimination qui dit on ne doit pas discriminer à l'entrée d'un lieu public. Évidemment, c'est des lois enseignent, il n'y a pas écrit espace numérique, mais en fait, il n'y a pas écrit espace physique non plus. Donc, les législateurs, quand il y a eu des plaintes, ont plutôt eu tendance à accepter ces plaintes et donc avoir de lourdes sanctions, parce que là, c'est plus du tout le même ordre, en disant, oui, vous devez vous empêcher les gens de travailler ou d'accéder à des services publics. Donc, du coup, que vous soyez entreprise publique ou privée, si d'e-commerce, vous faites une distinction entre les personnes qui peuvent ou pas y accéder. Donc, il y a eu des fortes sanctions déjà dans d'autres pays. En France, on n'est pas, à la fois le cadre juridique n'aide pas, puisqu'il n'y avait pas les fameuses actions de groupe qui peuvent favoriser ça, mais ça est en train de changer, et il n'y a pas forcément la culture. Là encore, attention, c'est en train de changer. La date butoir de 2015 va sans doute être un gros moment de communication sur le sujet, et donc potentiellement aussi réveiller ce genre de plainte. Quels sont les pays concernés, justement? Je vous ai aidé. Alors, pas tous quand même, ce serait bien, mais non, enfin plus ou moins. Donc déjà, il y a l'article 9 de la Convention sur les droits des personnes handicapées des Nations Unies. Donc du coup, c'est pas tous les pays qui sont membres des Nations Unies, mais il y en a pas mal, et tout le monde ne l'a pas ratifié, mais c'est effectivement une recommandation mondiale. Au niveau européen, c'est beaucoup plus précis, il y a même des recommandations très précises en termes de date, d'agenda, et en termes de niveau d'accessibilité. Il y a 3 niveaux d'accessibilité, A, AA, AAA, qui sont sur les règles d'accessibilité WCAG, on va en parler. Et l'Europe fixe même un niveau à atteindre, AA. C'est une recommandation. Et donc avec une date limite pour que les États l'intègrent dans leur législation nationale. Et en France, donc, il y a le fameux article de loi dont je parlais. Alors, les délais d'application. Donc, à votre avis, c'est quand, justement? Quand est-ce qu'on a jusqu'à quand pour se mettre... C'est l'idée. Alors, normalement, en fait, c'est passé depuis longtemps. Et comme il n'y a pas vraiment de sanctions, ou plus exactement, si, il y avait prévu un contrôle par une délégation interministérielle qui n'existe plus. Donc voilà, il n'y a pas eu du tout de moyens qui ont été mis à l'époque pour contrôler, pour vérifier. Mais normalement, c'était mai 2011 pour l'État, les administrations qui relèvent de l'État, et mai 2012 pour les collectivités territoriales et ce qui en dépend. Donc nous sommes en 2014, n'est-ce pas? Et du coup, tout le monde est à la bourre, y compris sur les bâtiments. Oh, on n'a pas le temps, vous imaginez, etc. 2015, c'est bientôt. C'est vrai que la loi date que de 2005, donc c'est un peu court. Mais du coup, donc il y a un nouveau délai où ça a été prorogé pour l'accessibilité numérique qui devrait être, c'est pas encore annoncé, donc on va voir quand ce sera annoncé si c'est confirmé. Mais normalement, c'est 2016. Mais là, ce sera assorti de davantage de contrôles. Et il y a eu des marchés qui ont été faits pour les contrôles, donc qui ont été attribués. Donc il y en aura. Espérons qu'il y aura plus de moyens, cette fois, pour contrôler et pour aider aussi à se former, parce qu'on a un problème général qui est donc le comment on prend en compte. Et ce problème, c'est qu'il y a une méconnaissance à la fois des donneurs d'ordre, qui sont dans le secteur public, qui ne savent pas forcément ce que c'est que l'accessibilité numérique. Donc ils mettent un truc qui copie-colle dans les cahiers des charges, doit respecter le RG2A mais sans savoir ce que c'est. Du coup, ils sélectionnent mais sans forcément vérifier non plus. Et puis il y a les prestataires qui souvent aussi, ils ont vaguement lu donc il n'y a pas de problème. Mais qui ne font pas forcément l'effort. Ce qui explique, parce que c'est quand même pas nouveau, qu'il y ait un tel
un tel problème. Donc comment on prend en compte? Donc, au niveau international, il y a donc les fameuses, je vous ai dit, le truc du W3C, c'est de faire des standards. Donc il y a des standards qui s'appellent les Web Content Accessibility Guidelines, WCAG. Donc les règles d'accessibilité pour les contenus web, qu'on dit WCAG. Et donc ça, c'est même devenu, depuis octobre 2012, une norme ISO. Donc c'est vraiment ce qui est reconnu au niveau international et ça a été entériné au niveau européen, voté par le Parlement, comme étant la recommandation officielle. En France, et pas seulement en France, dans beaucoup de pays, il y a eu le besoin de faire de la pédagogie sur WCAG, parce que lire WCAG, c'est un peu comme si vous vouliez apprendre le droit en lisant le code pénal. C'est un peu compliqué. Donc c'est exhaustif, tout ça, mais c'est pas fait pour, en fait. C'est pas vraiment fait pour être pédagogique. Donc comment on fait quand on est développeur et qu'on n'a pas envie de tout lire, et en plus il y a plein de documentation en anglais, etc. Eh bien, donc plusieurs législations nationales ont fait des référentiels pour vérifier qu'on respecte bien WCAG, en prenant des parties, parce que WCAG est très général, il faut que ce soit perceptible, etc. Mais bon, parfois, on ne sait pas trop comment on fait. Donc il y a des techniques, effectivement, mais c'est un petit peu compliqué à utiliser. Et donc en France, on a deux référentiels. Donc il y a le référentiel historique qui s'appelle AccessiWeb, qui est porté par l'association Braillenet. Et puis après, ils se sont dit en 2009, tiens, si on faisait notre propre référentiel, il y en a un qui existe, mais bon, on va en refaire un. Et on va passer un appel d'offres, on va faire le RG2A. C'est ça l'obligation légale, donc référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Qui a été globalement un échec, puisque pas utilisé, et souvent considéré comme difficile à utiliser. Donc, si vous êtes courageux, allez jeter un œil, vous comprendrez pourquoi. AccessiWeb n'est pas forcément simple, mais il est plus simple. Et il est assorti d'un glossaire, etc. La très bonne nouvelle aussi, c'est que AccessiWeb va remplacer l'annexe technique du RG2A. Ça, c'est surpris, c'est en cours. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça évite qu'il y en ait deux, qu'on ne sache pas où, et ça va être plus simple. Et donc, de toute façon, si vous faites, peu importe que vous fassiez quel référentiel, même un autre, l'obligation légale, c'est de respecter les normes internationales, donc WCAG. Ensuite, vous avez donc ça, c'est le corpus contenu web, donc ce qui est produit, utilisé. Puis, il y a un corpus pour les outils d'édition, pour les auteurs. Donc, ça concerne à la fois les outils comme LibreOffice, Word, voilà, mais aussi évidemment les CMS. Donc ce corpus-là s'appelle ATAG, Authoring Tools Accessibility Guidelines. Donc lui, il n'est pas traduit. Que ce soit pour WCAG ou ATAG, on est en version 2. C'est important de penser aux versions. Parce que voilà, d'une norme à l'autre, c'est comme si je dis HTML4, HTML5, il y a des légers changements. Donc voilà, c'est un peu pareil. Et comment on rend accessible? Donc là, c'est juste pour vous rassurer. Effectivement, donc là, c'est quelques exemples de technologies d'assistance. Maintenant, je suis devant, donc vous ne devez rien voir. Donc, l'idée, c'est d'être compatible avec les technologies d'assistance. Et ça rejoint un peu ce que disait monsieur avec toutes les technologies. Ce n'est pas toutes les technologies, c'est technologies d'assistance, mais c'est en fait que le code doit pouvoir être interprétable par d'autres technologies qu'on va plugger. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas, vous, de développer une synthèse vocale, des trucs spécifiques. Ça, ce n'est pas la peine, il y a des gens qui le font. Il faut juste que votre code il puisse marcher avec et fournir les informations qui vont pouvoir être restituées après par ces technologies d'assistance. Alors, pourquoi on doit prendre en compte tout ça ? Bon, vous dormez, alors je continue. Donc, parce que c'est une obligation légale, donc, et parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est ce que vont attendre vos clients de vous. Et la responsabilité risque d'être inversée, puisque donc, il y a une responsabilité qui pèse sur les clients, qui va être de dire il faut prendre en compte l'accessibilité, WCAG, niveau AA, RG2A. Et puis, il y a souvent, ils vont se décharger en disant nous, on a fait appel à des experts, on a mis dans notre cahier des charges, c'est à eux de le respecter maintenant. Et donc, l'obligation, elle va reposer sur vous. Donc, du coup, c'est plutôt opportun de le faire. Et puis, alors, il y a tout un tas de choses, je n'entrerai pas sur le sujet, mais qui disent que ça améliore parfois, ça peut améliorer le référencement, etc. Concrètement,
Là où c'est vrai, c'est qu'effectivement, un site qui n'est pas accessible à un moteur de recherche, que le moteur ne peut pas accéder, du coup, il ne sera pas accessible aux technologies d'assistance non plus, donc oui. Mais en fait, ce n'est pas parce que vous serez accessible que ça va améliorer la qualité, que ça va améliorer le positionnement, exception faite pour les vidéos sous-titrées. Mais voilà, c'est pas vraiment la raison. D'ailleurs, si ça marchait si bien que ça, ce serait pris en compte plus souvent. Pareil, donc pour ce qui est un site, il ne sera pas meilleur parce qu'il est accessible. Pas forcément. Souvent, c'est le cas. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va refaire son site en disant « je veux qu'il soit accessible », il ne va pas changer que ça. Il va changer la charte graphique, il va penser du coup à l'utilisateur et donc à l'ergonomie. Et donc il y a tout un tas de choses qui font que quand il y a une refonte et que le site est accessible, il est souvent mieux. Il est plus contrasté, donc il est plus lisible. Donc il y a plein de choses comme ça qui font qu'on a l'impression, mais en réalité l'accessibilité tout court, c'est la couche de base qui est juste de dire est-ce qu'on peut y accéder ou pas? Est-ce qu'on peut l'utiliser, pas de manière optimale, mais juste y accéder, l'utiliser. Donc c'est quelque chose qui est très simple, en réalité, à prendre en compte. C'est basique. Et les erreurs qu'on retrouve quand on fait de l'audit, c'est toujours des choses idiotes. Donc ils montrent juste que ça n'a pas été anticipé, compris, ou connu, tout simplement. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est encore. Donc là, à qui sont destinés les contenus accessibles? Donc là... Juste pour faire un point sur les chiffres, parce qu'on a toujours tout un tas de chiffres. En réalité, la notion même de compter le nombre de personnes handicapées n'a pas vraiment de sens, puisque la définition même du handicap a évolué. Au départ, on parlait d'ailleurs du problème des personnes, que les personnes handicapées avaient, ou posaient à la société. Là maintenant, on dit le problème de l'accès, de l'accessibilité des lieux pour ces personnes. Donc ça a été renversé. La responsabilité, c'est plus voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes, mais c'est plutôt comment on fait pour ne pas les exclure. Ce qui veut dire aussi que si vous créez un contenu non accessible, vous créez de la discrimination. C'est dans ce sens-là que ça a été totalement, ça c'est un mouvement qui est totalement mondial, hein, c'est pas uniquement en France, on est même plutôt en retard. Et donc quand on veut dénombrer, y a le problème qui est que si on demande à une personne de se dire handicapée, c'est encore connoté très négativement. Donc, il y a une enquête de l'INSEE que j'aime bien, qui est assez intéressante et révélatrice à ce sujet, qui a été de demander aux personnes, donc pas en regardant des chiffres, parce qu'il y a des tas de personnes qui ne se déclarent pas parce que ça ne leur apporte rien, mais qui ont des difficultés qu'elles contournent, et 80% des handicaps sont invisibles, et qui ont été de dire aux personnes, en s'adressant, c'est l'enquête vie quotidienne et santé, est-ce que vous avez des problèmes pour faire certaines actions, est-ce que vous vous considérez handicapé? 10 personnes, une personne sur 10, donc 10%, a dit oui, donc c'est déjà pas neutre. Et ensuite, intéressant, ils ont posé la question, est-ce que vous êtes capable de faire seul, en autonomie, telle et telle et telle tâche? Ce qui revient en fait à avoir une situation de handicap. Et là, on se rendait compte qu'il y avait une personne sur 5, donc le double, 20%, qui avait une situation de handicap, mais qui ne le nommait pas comme ça. Et intéressant aussi, c'est qu'en réalité, j'ai bien dit situation de handicap. Handicap, ça suffit aussi, mais à condition de le comprendre comme ça. C'est-à-dire que n'importe qui peut, à un moment, je sais pas, vous cassez le poignet, vous ne pouvez pas utiliser votre souris, vous allez devoir naviguer au clavier. Il faut que ça marche. Donc juste ce test, en général, ça suffit. Faites-le sur les sites où vous allez d'habitude. Vous testez, vous naviguez au clavier avec la touche tabulation et puis vous pleurez. En général. Hein. Donc voilà. Donc là, c'était un petit point. Et donc là, j'aimerais vous montrer une petite vidéo qui vient de sortir. Un point de contexte. C'est une vidéo donc, qui dure 7 minutes. Il me reste combien de temps? Je peux regarder. Ça va. Donc on va quand même la montrer. Parce que j'ai pas de son en plus. Donc, c'est pareil. Et qui montre donc à quoi ça sert, etc. Donc c'est une vidéo qui vient vraiment de sortir, qui a été faite dans le cadre d'un projet porté par l'Université technologique de Compiègne. Le projet CAPA, c'est mettre à disposition des ressources pédagogiques sur l'accessibilité numérique. Et donc on a fait cette vidéo. Je vais essayer de monter le son. Sinon je vais mettre du sous-titrage, tiens. Vous voyez, le sous-titrage, ça ne sert pas que... c'est aussi quand il n'y a pas assez de son. Alors, je ne sais pas si vous avez sectionné.
Ah bah non, parce que je les ai pas téléchargés. Donc on va essayer. L'ordinateur accessible. Je m'appelle Jean-Philippe et je suis aveugle de naissance. Et dans la vie, je suis à la fois fonctionnaire et président de l'association Accès Libre Info. Et pour mener l'ensemble de ces activités associatives et professionnelles, j'ai besoin d'accéder à l'outil informatique et pour cela, je passe par des technologies d'assistance. J'utilise l'afficheur braille et le lecteur d'écran. Alors l'afficheur braille, c'est l'appareil que vous voyez ici qui affiche des caractères en braille au fur et à mesure qu'ils apparaissent et un clavier braille pour permettre à l'utilisateur de rentrer de l'information dans l'ordinateur en braille au moyen de son codage si par exemple il ne connaît pas le clavier ordinaire. Pour un non-voyant, l'écran et la souris n'ont aucune importance. Et donc tout s'utilise exclusivement à partir du clavier qui est en fait le seul point qui... Alors juste une précision là-dessus, pourquoi ça n'a aucune importance? Parce que sinon, si on ne voit pas, on ne peut pas pointer à la souris. Et donc là, on voit qu'il y a des règles qui sont pour les personnes aussi aveugles, mais qui marchent aussi pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser de souris. Nous permet de communiquer avec l'ordinateur. Quant à lui, il utilise un logiciel qui s'appelle le lecteur d'écran, qui est en fait une espèce de cerveau qui interagit avec le code. Donc l'idée, ça va être de regarder comment le code interagit avec la technologie d'assistance. En l'occurrence, on va vous montrer ici Orca sous l'environnement GNU Linux. Le lecteur d'écran lit à la fois le nom et à la fois la nature pour qu'on sache toujours sur quel élément se trouve le curseur. Alors le nom et la nature, c'est-à-dire que quand vous voyez des petits comme read speaker ou des trucs qui disent, des petites fonctionnalités qui disent lire le texte, ça peut même être nuisible pour un lecteur d'écran si ça se déclenche au passage de la souris ou voilà, parce que eux ils ont eux-mêmes un système donc qui va vocaliser, comme vous allez voir plus en détail. Donc du coup. Et puis en plus, ça prend aussi en compte la nature des éléments. Donc, alors que quand ça lit un texte, c'est statique. Donc on est obligé de lire ça comme un livre. Personne ne navigue aujourd'hui dans un site web en lisant du début à la fin, de haut en bas, de gauche à droite. Avec un lecteur d'écran, il y a des fonctionnalités avancées qui vont permettre d'avoir un plan de la page qui va dire, voilà, ça c'est un titre de niveau 1, un titre de niveau 2, de naviguer de titre en titre, d'avoir la liste des liens, de savoir si c'est un formulaire, de savoir si la case est cochée ou non cochée. Donc tout ça, c'est des choses qui sont vraiment simples dans le code à prendre en compte. Ça fait partie, l'accessibilité, ça fait partie de HTML. C'est pas un truc en plus. Donc si vous codez déjà correctement, normalement, vous ne devriez pas avoir beaucoup de travail. Une fois qu'on est dans un document, comme c'est le cas ici, on peut le lire de plusieurs façons. Par exemple, on peut lire le document ligne par ligne. L'accessibilité, c'est permettre à tous d'accéder au contenu, quelle que soit sa situation, handicap ou non. La liberté d'utilisation et l'environnement du logiciel libre. On aurait aussi très bien pu imaginer de faire une navigation par mots. L'accessibilité, virgule, c'est permettre à exemple à tous d'accéder au contenu, virgule. On a plusieurs types de réglages possibles. On peut ne souhaiter entendre aucune ponctuation, ou les entendre toutes, ou des niveaux plutôt intermédiaires, ce qui nous permet d'ailleurs en plus d'avoir, quand on n'a pas choisi d'avoir toutes les ponctuations, plus d'informations, qu'on peut préciser d'ailleurs en utilisant la lecture par caractère. Quand on est non-voyant, on est amené à travailler avec des personnes voyantes et donc susceptible de faire de la mise en forme. Orca nous dira par exemple ceci. Taille 12. Famille Verdana. Intentation 0 mm. Barré aucun. Justification justifiée. Autre chose que permet le lecteur d'écran, c'est aussi le choix de la vitesse. 70. On va valider. Comme justement on n'a pas forcément comme les voyants la possibilité de lire en diagonale, et ben le temps on essaye de le gagner aussi en accélérant le rythme de la synthèse, ce qui nous rend à peu près autant efficace que si on pouvait faire une lecture plus diagonale. L'accessibilité, c'est permettre à tous d'accéder au contenu, quelle que soit sa situation, handicap ou non. La liberté d'utilisation et l'environnement du logiciel libre. Donc maintenant on va passer sur un autre environnement qui est Windows avec un autre lecteur d'écran qui est libre lui aussi comme les Orca et qui s'appelle NVDA. On va regarder le panel de voix qu'il met à notre disposition. Nous avons ouvert le navigateur web Firefox et nous sommes sur un site accessible, celui de l'Association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugles. Le lecteur d'écran est capable de nous dire en permanence
le titre de la page sur laquelle on se trouve actuellement. En OUDGA, l'Association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugles Mozilla Firefox. Si, par exemple, on ouvre un autre onglet, eh bien, on va savoir exactement sur quelle page on se trouve. Parution des textes officiels à propos de la labellisation des chiens guides. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'avoir des pages qui soient vraiment bien titrées, avec un titre par page, de manière à ce qu'on sache en permanence où on se trouve quand on change de page. En haut des pages, il y a des liens qui permettent d'accéder plus rapidement au contenu. Contenu lien. Information sur le site lien. Alors vous entendez contenu, lien, information sur le site, lien. Ça lit la nature aussi de l'élément. Donc ça sert à rien de mettre lien vers, ça rajoute pas d'informations, au contraire, ça alourdit. Et puis aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'un lien, donc ça n'aide personne en fait. Ce qui est important, c'est de ne pas les rendre invisibles, parce que grâce à ces liens, des personnes qui sont handicapées moteurs ou celles qui sont malvoyantes, qui donc n'ont pas une vue globale de la page, elles pourront gagner beaucoup de temps dans leur exploration d'un site internet. Alors ces liens d'accès rapide, c'est niveau technique 0. Enfin, c'est vraiment n'importe qui peut faire. C'est des encres dans la page. Donc c'est un des critères d'accessibilité. Qui est rarement pris en compte. Alors je vous invite, si vous voulez voir, là c'est visible, donc c'est la meilleure pratique, c'est les rendre visibles. Mais on peut aussi les cacher, les faire apparaître à la tabulation. Donc il faut savoir que dans ce cas, ça ne servira pas aux personnes malvoyantes qui ont des loupes qui agrandissent la page. L'intérêt de les voir visibles, c'est qu'ils peuvent du coup se déplacer rapidement sur une zone de contenu sans avoir à chercher. Donc si c'est caché, que ça apparaît qu'à la tabulation, ça n'a pas cet effet. Mais vous pouvez voir sur le site, par exemple, de Légifrance. Si vous essayez de tabuler au clavier, vous verrez que ça apparaît. Donc là, c'est très visible. Ou sur le site de Wikipédia aussi. Pareil, ça apparaît uniquement à la tabulation. Ça ne se voit pas et quand on tabule, ça apparaît. On peut avoir une liste globale des liens et des titres de la page. L'intérêt, au-delà de la consultation, si on tape « Entrée » sur l'un de ces éléments, on se rend directement à l'endroit des... Donc ça, c'est une fonctionnalité du lecteur d'écran, donc la NVDA. Donc il y a un autre lecteur d'écran de JAWS qui fait ça aussi, d'autres ne le permettent pas, qui permettent d'afficher dans une boîte de dialogue la liste de tous les liens et de tous les titres. Donc cliquez ici, en savoir plus, par exemple. Donc par exemple, là, je me suis mis sur le titre Actualité. Si je fais Entrer ici, j'arrive directement sur le titre qui correspond à Actualité et je peux continuer la consultation. Là, une notion importante, je pense que les niveaux sont hétérogènes, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est une histoire de focus. Donc le lecteur d'écran suit le focus. Donc il va se déplacer. Donc ça, pensez notamment en JavaScript quand on ouvre à déplacer aussi le focus. Et pas uniquement à ouvrir des fenêtres et que ça continue à tabuler derrière. Du coup, on n'y accède pas. 2014, les textes définissant les conditions de labellisation des chiens. Et donc, quand on est dans le contexte de la boîte de dialogue de la liste des liens, si on dit simplement en savoir plus, ça ne nous apporte aucune information pertinente. Alors que si on lit les explicitements qui ont été apportés, ça nous permet de savoir donc à quoi ça correspond. Et donc en l'occurrence, on va avoir toute l'information nécessaire. En savoir plus parution des textes officiels à propos de la labellisation des chiens guides. Donc ça, c'est le même lien en savoir plus, mais la partie qui est explicite a été cachée. Elle n'est visible que par les lecteurs d'écran, puisque finalement, ça ne leur sert qu'à eux dans ce cas-là. Donc, comme quoi, ça n'a pas forcément d'impact visuel. C'est-à-dire qu'un site accessible d'un site qui ne l'est pas, il n'y a pas forcément beaucoup de différence. Ça nous permet d'avoir donc une information qui reste pertinente et d'aller plus loin que le simple en savoir plus, de façon à ce qu'on puisse utilement utiliser cette boîte de dialogue et gagner du temps. Voilà, donc on vient de voir qu'effectivement, quand on est aveugle, du moment qu'on est sur un site qui respecte les règles d'accessibilité, on peut complètement le consulter sans difficulté. Précisons d'ailleurs qu'il n'y a pas que pour les aveugles que ces règles sont importantes, puisque ça peut également l'être quand on souffre de handicap auditif, puisque si les vidéos ne sont pas sous-titrées, la vidéo est tout simplement inaccessible. Ou quand on est malvoyant et qu'on a des problèmes pour voir les couleurs ou pour voir les contrastes, si les choses n'ont pas été pensées accessibles, eh bien l'information devient rapidement problématique. Ce qui crée évidemment des discriminations, puisqu'aujourd'hui on est dans l'ère du numérique, et donc l'informatique et le numérique sont indispensables, et ça peut également même être une chance pour les personnes handicapées, à condition que les concepteurs aient adopté des règles simples dans le développement et à la base du développement pour rendre leur contenu ou leur environnement accessible. L'accessibilité, il suffit avant tout d'y penser. On compte sur vous. Bon, voilà.
Merci Jean-Philippe. Alors, pour revenir au CMS, donc, pour ce qui est des CMS, puisqu'on est sur le sujet, aujourd'hui, tous les CMS que je connais, qui sont open source, après je ne sais pas pour les autres, permettent de créer des contenus accessibles. Il n'y a pas vraiment d'excuses. Enfin, voilà, parce que c'est possible. Après, il y a une chose entre le fait que ce soit possible et que ce soit fait. Donc pourquoi, alors que tout le monde, enfin tous le permettent, pourquoi aujourd'hui on a un si mauvais taux d'accessibilité en France ? Alors que bon, la plupart des outils utilisés permettent de produire du contenu accessible. Donc il y a une double responsabilité. Donc il y a à la fois l'interface et les contenus qui doivent être accessibles, et donc accessibles selon WCAG, donc les normes pour les contenus web accessibles. Et puis dans la tag, il y a un volet qui dit aussi qu'il faut aider les contributeurs, leur permettre de produire du contenu accessible, évidemment sans voir la source et directement taper un HTML. Moi, effectivement, quel que soit le CMS, je peux le rendre accessible. Mais bon, les personnes qui ne savent pas le code ne pourront pas. Donc normalement, la responsabilité des CMS, c'est aussi de permettre aux auteurs de produire du contenu accessible en cliquant sur des boutons, en gros. Donc là, il y a 3 pistes à explorer. Donc il y a à la fois la configuration de l'éditeur de texte. J'aurais dû mettre éditeur de texte, d'ailleurs. Plutôt que donc Rich Text Editor. Donc c'est assez quand même standardisé globalement. Donc on voit un peu toujours les mêmes choses. Pourtant, il y a des lacunes qui sont récurrentes où il n'y a pas vraiment de raison. Et il y a une façon où on peut configurer l'éditeur de texte pour aider les utilisateurs à ne pas faire d'erreur. Ensuite, il y a les thèmes et gabarits par défaut. Souvent, dans un CMS, on a des choses par défaut. Là aussi, c'est une piste à explorer. Si ce thème par défaut il est accessible, ça aide. Alors, c'est le cas sur certains, mais ce qui pourrait être bien, c'est de les identifier comme tels, pour sensibiliser les gens aussi à en choisir un qui est accessible plutôt qu'un qui ne l'est pas. Et enfin, l'accès aux fonctionnalités du CMS lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'une personne, là par exemple, Jean-Philippe, il faudrait qu'il puisse utiliser aussi le CMS. Donc, il faudrait que le logiciel lui-même soit accessible. Donc au niveau de l'éditeur de texte, donc il y a la question des citations. Parfois, on voit la plupart permettent de mettre des citations en ligne ou des blocs de citations, et parfois non. Je ne sais pas pourquoi. Récemment, j'ai vu ça. On n'avait pas le choix pour ça. Donc ça, c'est des boutons qui souvent suffit d'accéder quand vous le faites. Les changements de langue, ça, c'est vraiment plus rare. Permettent de sélectionner, comme on fait un lien, mais on permet de changer la langue. Donc ça, c'est important, parce qu'en fait, un lecteur d'écran, aussi évolué que ce soit, ça reste une machine, donc c'est stupide, ça fait ce qu'on lui dit. Donc si on ne lui dit pas dans quelle langue c'est, il va le lire autrement. Et donc malheureusement, je n'ai pas le temps de vous en faire entendre quelque chose d'amusant à ce sujet. Les acronymes, pareil, il pourrait y avoir des boutons, c'est simple à faire pour permettre de mettre les acronymes. Les styles, quand on permet de mettre du texte en jaune, on pousse un peu les utilisateurs à la faute quand même. Enfin, voilà. Donc vous avez fait un truc qui est nickel, vous avez pensé au contraste, tout ça, puis après on vous fait du texte en jaune, etc. Et donc voilà, ça ne marche pas. Donc idéalement, il faudrait permettre tout ce qui est mise en forme, que ce ne soit pas là, et par contre permettre des styles, mettre à disposition des styles. Vous avez souvent ça avec les formats, donc paragraphes, etc. Et puis une liste déroulante de styles, vous pouvez leur mettre style important, etc. Et en plus, ça homogénéise sur les sites. Donc ça, leur mettre à disposition facilement la possibilité de rajouter des styles, c'est très important, parce qu'évidemment, ils ont quand même besoin un minimum de faire de la mise en page. Et tout ce qui est insertion de médias et de cadres, qui est rarement prévu. En pensant à l'accessibilité. Donc, pour aller plus loin, ça, je vous mettrai une liste de liens à venir, parce que je n'ai pas eu le temps. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, on a 1 minute 30, c'est ça? Oui. Juste, tout à l'heure, vous avez parlé des encres. C'était quoi? Une encre, c'est un lien interne. Donc, un lien, quand vous cliquez sur un lien, soit vous allez sur une autre page, soit vous allez plus bas dans la page. Donc, une encre, si vous avez une encre menu, c'est-à-dire que ça déplace en fait le focus, encore une fois, sur le menu. Oui. L'outil qu'il a utilisé tout à l'heure, il est, j'allais dire, il est open source. Oui, c'est ça. Là, en fait, on a volontairement sur cette vidéo, on a utilisé que des choses libres, donc et open source, pour que vous puissiez vous-même les utiliser aussi. Donc, sur Windows, c'est NVDA. Donc, vous le téléchargez gratuitement, etc. Vous tapez NVDA, vous le trouvez. Et sous GNU Linux, mais vous en fichez peut-être, c'est Orca. Oui?
Abandonné. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus d'extensions, d'applications, etc. qui ont leur propre raccourci clavier. On n'a pas de standardisation des raccourcis clavier. Donc l'Access Key, c'était un attribut qui permettait d'attribuer des raccourcis clavier. Et en plus, ça peut faire des conflits après si on les met avec d'autres choses. Donc du coup, ce n'est pas une recommandation qui a été gardée. Sachant qu'en plus, ce n'est pas forcément une nécessité puisqu'il y a d'autres moyens pour arriver directement sur certaines encres. Donc voilà. Oui. Là, vous parliez de photoautomatie. Ouais. Si on met un slider, ça peut générer ce genre de non, sauf si ça va super vite, mais non, normalement non. Par contre, ça peut perturber des gens qui ont du mal à se concentrer. Donc la règle dans ce cas-là, c'est de pouvoir l'arrêter et le relancer, évidemment de manière accessible, donc au clavier, à la souris, etc. Mais donc la règle là, c'est juste d'arrêter de relancer. L'accessibilité, donc à part, la seule chose interdite, c'est effectivement les trucs qui flashent, voilà. Mais sinon, il n'y a pas d'interdiction. Vous pouvez tout faire, voilà. C'est juste qu'il faut le faire en pensant à l'accessibilité. Et s'il y a un truc hyper complexe que vous ne pouvez pas rendre accessible nativement, je pense à de la cartographie, à des jeux, à des visites en ligne, donc c'est quand même assez particulier. Mais dans ce cas, en fait, c'est de fournir les mêmes contenus et fonctionnalités. Donc ce n'est pas forcément sous la même forme. Donc dans ce cas-là, puisque vous ne pouvez pas forcément rendre une visite virtuelle en ligne accessible simplement, dans ce cas, vous fournissez les mêmes contenus sur... d'une autre forme, quoi. Oui. Non, ça c'est exactement la même chose que... non, les Access Keys, ça a été une recommandation à un moment, ça l'a jamais été. Tout simplement parce que les personnes qui utilisent une technologie d'assistance pour agrandir, ils agrandissent pas juste 3 fois, hein, ils agrandissent beaucoup plus. Et en général, en plus, ces petites loupes, ça vous permettent pas... le navigateur lui-même permet d'agrandir plus que les loupes, très souvent. Donc c'est un peu gadget. Pourquoi pas, en fait, ça peut peut-être servir, mais en tout cas, ce n'est pas une règle d'accessibilité, voilà, encore une fois. Par contre, il y a une règle qui dit, donc ça c'est important pour ceux qui codent par exemple, que quand vous agrandissez à 200%, donc si vous êtes sur Firefox et CTRL plus 6 fois, il faut que le texte reste compréhensible, visible. Il ne faut pas que ça casse dans tous les sens, que le texte en blanc sur une image de fond vert passe en blanc sur blanc, ce genre de truc, quoi. Sachant qu'il faut également cocher l'option zoom texte lent. Tout à fait. Parce que sinon, c'est du zoom graphique et ça... Donc pour le tester, vous allez dans Affichage, Zoom texte seulement, vous cochez, vous faites CTRL plus 6 fois dans Firefox. Il faut que ça reste compréhensible. Ça peut se réorganiser, enfin c'est encore mieux. Mais bon, si ça ne le fait pas, c'est pas grave. En tout cas, il faut que ça reste lisible et compréhensible. Si ça chevauche, ça aussi, ça... C'est fini, paraît-il. Est-ce qu'il y a des règles d'accessibilité sur le mobile? Je dirais que il n'y a pas de règles spécifiques, il y en aura peut-être quelques-unes, mais globalement, c'est les mêmes. Elles sont applicables, voilà. Et si vous faites du web adapté, qui s'adapte, hein, donc responsive web design ou adaptive web design, c'est très bien, mais ce n'est pas une règle d'accessibilité. Par contre, si votre site est accessible, vous pourrez y accéder pas de manière optimale, s'il n'est pas pensé, voilà, mais vous pourriez y accéder normalement sur mobile aussi. Voilà. Je crois que c'est fini. Donc, s'il n'y a pas de conférence après ? Il y a une pause là. Bon, alors ceux qui veulent poser des questions, voilà, vous pouvez. Ah, il y a la dame d'abord, j'arrive. Oui. Alors, c'est la page web qui doit... Donc, tous les contenus, il n'y a pas ça, je suis en A, ça, je suis en double A. Enfin, ça, c'est l'obligation. Après, vous faites ce que vous pouvez aussi. Hein. Mais l'obligation, c'est que tous les contenus... Bon, j'ai perdu définitivement mon micro, je crois. Et donc, les outils automatiques sont utiles, mais insuffisants. C'est-à-dire que... il y a beaucoup de choses que vous devez prendre en amont. Ça ne vous dira pas si c'est assez contrasté globalement, ou ça peut vous le dire, mais uniquement sur le texte, pas sur les images, pas encore.
C'est une image de fond, par exemple. Donc, sur la structuration, ça peut vous dire s'il manque, si vous passez d'un titre 1 à titre 4 qui manque le 2 et le 3 pour que ce soit cohérent, mais il ne vous dira pas s'il manque du texte qui aurait dû être sous forme de titre. Si vous faites des listes à puces avec des tirets, au lieu de faire avec la balise appropriée, il ne vous dira pas qu'il manque une liste à puces. Donc il y a plein de choses qui vont manquer de toute façon. On estime, selon les calculs, qu'il y a au maximum 18 à 20% des critères d'accessibilité qui sont automatisables, mais pas qui sont automatisés. Donc tous les outils n'arrivent pas encore à tout faire, mais au maximum, on ne pourra pas dépasser 20%. Donc voilà. Après, utilisez tout ce que vous pouvez pour vous aider. Hein. Mais faites attention, en tout cas, quand vous utilisez des outils, à ce que ce soit bien sur les WCAG 2, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de différences. Donc avec la version 1, donc les vieux outils sur WCAG 1, et notamment sur le site W3C, ils ne listent quasiment que des outils qui utilisent WCAG 1, donc ils ne sont pas à jour. Donc c'est pas... Mais je mettrai à disposition une liste, donc là, dans aller plus loin, que je n'ai pas eu le temps de mettre, je mettrai à disposition, je pense que les diaporamas seront sur le site, je mettrai la liste des ressources.